sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On s'intéresse d'abord à la popularité de François Hollande qui montre ses premiers signes d'essoufflement. Alors un sondage et de très nombreux articles pour commenter cette petite panne dans la popularité, notamment sur le site du Point. Sondage, Hérault et Hollande perdent en popularité. Alors moins 2 points, de 61 à 59, ce n'est pas forcément dramatique, mais tout de même... C'est l'impopularité surtout. Exactement. Mais ça semble illustrer tout de même un petit tassement. Pourquoi? Pour le Parisien, parce qu'en fait on rentre dans le vif du sujet. Hollande entre dans le dur. Alors ce n'est pas vraiment une surprise. Je dis impopularité, je précise, parce que c'était plus 7 points. David est favorable, ouais, c'est pour ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est cette nuance qui est importante. En tout cas, je vous le disais, du côté du Parisien, c'est aussi la preuve qu'on entre dans le vif du sujet et que cet petit état de grâce s'est terminé. En tout cas, ça suscite aussi de l'inquiétude du côté du peuple de gauche, entre guillemets. Sur le site de Marianne, un blogueur associé qui s'appelle Superno, qui se demande, il est où le changement? Inquiétude donc pour certains à gauche. Pour lui, SMIC, finance, croissance, Europe, la gauche au pouvoir ne changera rien. Il ajoute qu'il y a même quelque chose d'inquiétant avec cette entrée en force de 320 députés socialistes qui n'ont pas grand-chose à faire de l'opinion de leurs alliés, que ce soit Europe Écologie ou que ce soit le Front de gauche. Finalement, à un État UMP qui a été là pendant 10 ans, risque de succéder à un État PS pendant 5 ans. Un État PS qui ne fera rien de différent parce que, de toute façon, l'objectif est le même, la relance de la croissance par la réduction des déficits. Un État PS tout puissant, peut-être pas tant que ça quand on voit la une de Charlie Hebdo. Tous les pouvoirs, sauf sur les banques et sur Bobonne, dit François Hollande. Alors voilà, où en est François Hollande, si on en croit Charlie Hebdo. Ouais, ils ont fait plus fin. Ouais, ils ont fait plus fin. Ils ont fait moins fin aussi. Oui, aussi. Parmi les députés socialistes qui constituent la majorité, en tout cas, il y en a un qui a un parcours assez particulier. Alors, c'est à lire sur le site du Parisien qui nous raconte le chemin semé d'embûches de Michel Pouzol, plusieurs actes d'une vie. Jeune homme, il s'est lancé dans la radio libre dans les années 70, après petit boulot, chômage, un peu de journalisme lorsqu'il monte à Paris avec des contrats trop rares, et puis une incursion dans le cinéma couronnée de succès dans les années 90, puis la descente aux enfers, une boîte de prod qui coule, la précarité, la dette, la vie dans un cabanon en bordure de la forêt de Brétigny, et puis à partir de 2006, une implication de plus en plus importante en politique qui va être salutaire. Il devient conseiller général de l'Essonne, puis vice-président du département chargé de la culture, jusqu'à devenir député cette année face à la députée sortante qu'il bat avec 53%. Un beau parcours. L'autre sujet qui passionne les médias, c'est l'équipe de France. Alors l'équipe de France qui est partout, notamment sur le site de Libération. Alors évidemment, on parle de leurs prestations sportives, mais on parle aussi des relations tumultueuses qu'ils entretiennent avec les médias. Des médias qui n'hésitent pas à montrer les coupables. Nasri et Ménez, bazar comme c'est bazar, écrit Libération, respectivement le milieu de terrain et l'attaquant de l'équipe de France, qui sont en partie responsables de ce qui n'est pas un fiasco, même si tout le monde a évoqué le spectre de Naïsna. En tout cas, eux auraient participé à ramener justement ce spectre au-dessus des têtes françaises. Et puis sur certains blogs, on est très virulent vis-à-vis de l'équipe de France, comme sur ce blog abrité par Slate, You'll Never Hate Alone, où le papier s'intitule tout simplement Dégage, un papier au vitriol signé Laurent Sagalovic. Laurent Blanc, lui, l'entraîneur des Bleus, tente de circonscrire la crise à la relation d'un joueur en particulier avec les médias. Exactement, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post, Samir Nasri. Laurent Blanc affirme qu'il y a surtout un problème Nasri avec la presse, une façon de dire que ce n'est pas un problème global qui frappe l'équipe de France, mais tout de même, il y a certains éléments troublants pour Slate qui nous expliquent que dans cette histoire, Nasri, les Bleus, les médias, tout le monde est disqualifié dans une histoire un peu de je t'aime moi non plus entre le football et les médias. Yannick Koenek explique que tout le monde est un peu responsable parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'étonnant à voir des anciens sportifs ou des anciens entraîneurs qui, par le passé, n'avaient pas caché leur haine ou leur animosité envers les médias, devenir aujourd'hui consultants. Il évoque par exemple le cas de Raymond Domenech qui signe régulièrement des papiers pour
pour Ouest France. Il parle aussi de Bernard Tapie ou encore de Fabien Barthez, qui n'ont pas toujours été tendres avec les médias. Et il conclut, Yannick Kohenek, finalement, que Nasri n'a pas beaucoup d'inquiétude à se faire, parce que lorsque ses vieux jours arriveront, il finira sans doute sur un plateau de télé comme consultant. Il sera peut-être le premier à ce moment-là à critiquer l'attitude des joueurs de l'équipe de France. Certainement. Un député lui a été particulièrement dur dans ses propos envers les Bleus. Alors c'est Bernard Debré, le député UMP, qui est habitué des polémiques. Il a publié sur son blog un papier particulièrement virulent. Je vais vous en lire quelques lignes. Voilà ce qu'il dit des joueurs de l'équipe de France. Ils ont été égaux à eux-mêmes, du mauvais jeu en toute prétention. Ce n'est pas une équipe que Laurent Blanc a formée, mais 11 individualités qui se regardent le nombril tous les matins et qui se couchent sur un matelas de billets. Ils sont pour beaucoup mal élevés, irresponsables et devraient faire autre chose que de jouer au football. Il ajoute, eh bien maintenant, et ils vont certainement se reposer de leurs efforts. Peut-être vont-ils batifoler à droite et à gauche avec des filles tarifées, puis ils partiront dans leur club étranger où, paraît-il, ils font des merveilles. Puis on ne peut pas se quitter évidemment sans évoquer les perles du bac philo, l'occasion pour les professeurs de découvrir des phrases souvent étonnantes. Alors je vais vous montrer cet article qui est à découvrir sur le site Big Brother, des phrases drôles mais aussi parfois inquiétantes. Par exemple, Big Brother évoque un des sujets qui a été sur lequel on planchait les élèves, c'était dans la section ES, et le sujet c'est: peut-il exister des désirs naturels ? Voici un élément de réponse avec un élève. Les désirs naturels varient par exemple. Pour une famille vivant en Afrique, les désirs naturels seront de dormir et de manger, car l'Afrique vit encore de manière sauvage. Mais pour un Français bien plus évolué, dit-il, ce sera d'avoir une voiture, une machine à laver et une très grande garde-robe. Ça fait peur, oui. Ce genre d'analyse. Comment on note ça ? Comment on note ? Ouais. Je pense que c'est à l'appréciation du prof, mais je pense que c'est difficile d'avoir une bonne note si c'est moi qui notais cette épreuve. On a le temps d'en voir une autre ? Allons-y. Alors, autre sujet, travailler, est-ce vraiment utile ? Élément de réponse d'un lycéen. On constate que tous dans la société ne travaillent pas pour être utiles. Certains travaillent aussi pour leur plaisir. Les prostituées, par exemple, joignent l'utile à l'agréable. Je pense que Nadjet Vallaud-Belkacem appréciera. Je pense que si c'est elle qui notait, il aurait une très mauvaise note, celui-là. Sans aller jusqu'à la police de la pensée, il y a effectivement des avis qu'on préfère ne pas voir couchés sur les feuilles des étudiants. Merci beaucoup.